Oh! J'espère vraiment qu'il a pas oublié ce con. Ouais. Ouais? T'es chez toi? On est censé tourner Gintaverse aujourd'hui, hein. Ah. Bah on va faire ça pour la prochaine fois alors. Ah non, hein. Pas moyen. J'ai fait le déplacement, tu te démerdes pour rentrer. Tu connais un machin qui s'appelle le Mont Saint-Michel? Ouais, c'est à l'autre bout du pays, et alors? Ben voilà. Mais c'est super loin! Qu'est-ce que tu fous là-bas? Je me le demande encore. D'Ivoire, tu penses que ça passe si je fais une petite visite guidée au lieu d'une vidéo sur Gintama? Parce que c'est quand même fort belle architecture tout ça. Tu rentres, je t'attends. Ok. J'ai 10 heures de route et faut que je passe par la bouche de l'enfer parisien. À la limite, on n'a qu'à se faire une petite vidéo comparaison Château d'Edo versus Mont-Saint-Michel. J'ai peut-être dit une connerie, moi. Allez! Avance, connard! Putain! Et vu que je lui tienne la ficelle qui lui sert de phallus, ce con! Bienvenue sur Gintaverse, l'émission qui parle de Gintama et de son univers. Aujourd'hui... Quoi? J'ai fait de mon mieux! Puis en plus, j'ai commencé le script en avance. Écrire le script. Enfin, j'ai fini plus tard, mais... Il me faut au moins ça, à couche. Aujourd'hui, pour fêter le 15e épisode, on va traiter un bon gros sujet dans la Gintasphère, même si ça veut rien dire. Après la narration et les références historiques, place à l'animation. Il n'est pas question de juger l'animation, même si on va le faire, ni de parler des meilleurs ou des pires moments dans l'animé, même si on va le faire, mais plutôt de remettre en perspective la place de l'animation dans l'œuvre et surtout pourquoi elle apporte tant aux matériaux d'origine. Parce que passé 2010, on commence à évoquer l'animation pour surligner le travail fou d'un studio et ses 1000 petites mains travaillant 80 heures par semaine dans des locaux renfermés qui sentent fort et dont les employés décèdent du surmenage. Ajoutant à cela des délais insurmontables et un besoin profond de se démarquer toujours plus de la concurrence par l'explosion du marché de l'animation à travers le monde, un animé doté d'une bonne animation l'est généralement grâce à une, sinon deux séquences particulièrement brillantes de Sakuga, ou d'une animation fluide dans un décor en 3D particulièrement réussi. Mais je ne fais pas du tout de pub pour le meilleur manga de la décennie. Mais non, intègre. Professionnel. Au passage, le Sakuga est un terme qui désigne un plan séquence. On a d'habitude du 15 images par seconde. Là, avec le Sakuga étant plus fluide, on a généralement du 24 images par seconde. Merci. Depuis la fin des années 50, il va sans dire que le Japon va avoir un certain goût pour l'art de l'animation. Les premières séries d'adaptations de manga vont donc tabler sur un dessin à la main, demandant un certain style et beaucoup de main d'œuvre. Les moyens de l'époque étant bien inférieurs tant sur le plan technique que financier, que les studios d'animation firent preuve d'une grande ingéniosité pour produire en masse rapidement et à moindre coût. Et cette culture se retrouve encore aujourd'hui, avec une fluidité d'animation très variable, selon qu'on est à l'écran des scènes de la vie quotidienne, des bains de foule, de l'action ou du drame. Les moyens de renforcer l'émotion du spectateur devant une scène importante sont légion, sans avoir la nécessité d'animer à la perfection le jeu de jambes de tel ou tel personnage, même si l'on reconnaîtra que c'est stylé. Et maintenant la partie pratique. Quand a démarré Gintama et à quel genre il appartient? Dans les années 2000, et genre comique. Yep. Pour tout un tas de raisons techniques, le genre comique, ou la comédie au sens grand public actuel, joue bien plus sur des situations ironiques, sur des dialogues que sur des scènes de grande ampleur nécessitant une télé 4K dernier cri, avec effet 3D et un chihuahua qui lèche ton écran. Ce qui classe d'emblée les animés comiques comme étant moins chers à produire, et donc à baisser drastiquement les coûts de production. Ce qui ne veut pas dire que certains studios d'animation vont se priver d'alléger les coûts au maximum, tout en forçant ses employés à travailler comme des chiens, pour faire rentrer l'argent, pour des mangas de baston classiques.
très connu. Oui. Bonjour, Toei Animation. Pour une fois que c'est pas Bleach qui prend. Les animés tirés de mangas au genre humoristique très prononcé, comme ceux qui se déroulent dans un univers scolaire alliant tranches de vie, jouent beaucoup sur la relation entre les personnages et leur alchimie. Ce sont des genres très appréciés car grand public, facile à produire, car pas de grands combats contre un roi de la nuit qui emprisonne ses soubrettes sous terre. Peu d'animation, peu de budget, peu de temps. Et là t'as un gorille qui débarque, avec son samouraï au RSA, qui boit du sucre et mange du saké, sa chinoise vulgaire, son puceau otaku et son chien cosmique. Sur le papier, ça colle. Et c'est là que les ennuis commencent. Mais heureusement, c'est le studio Sunrise qui est choisi pour adapter le manga. Sunrise, un des studios mythiques de l'animation japonaise, connu pour Gundam, City Hunter, Cowboy Bebop et j'en passe. S'occuper d'un shonen aussi chaotique que Gintama n'a pas dû être une mince affaire. Et pourtant, la magie a très vite opéré. 13e meilleur animé en 2010. C'est pas mal du tout ça. Et la meilleure, c'est qu'en 2010, les moyens étaient, je vais être gentil, limités. Et c'est là qu'on rentre dans une nouvelle dimension de l'animation japonaise. Celle des bouts de ficelle et de l'inventivité sans égale pour faire passer la sauce. Au même titre que JoJo's Bizarre Adventure débarquait en grande pompe avec son animation minimaliste, sa mise en scène énergique, le studio Sunrise avait déjà largement déblayé le terrain avec Gintama. Faisant partie des dernières séries à être adaptées au moyen d'un épisode par semaine sur une durée indéfinie, les séries fleuves comme ont pu être Dragon Ball, One Piece, Naruto ou Bleach, Gintama profite à fond de la carte humoristique de l'auteur en créant des épisodes fillers invisibles pour le fan qui ne suit pas le manga de près, tant l'humour et les situations présentées sont raccords avec le matériau d'origine. Les gags s'enchaînent en déployant tout le potentiel des comédiens derrière le micro, tout en gardant une animation minimale. Et le format histoire courte, sans réel fil rouge, est une aubaine quand on cherche à faire durer son adaptation le plus longtemps possible. Mais concrètement, ça apporte quoi de plus au manga? Bah, t'as le sentiment que tout est cohérent dans l'incohérence, ça dure plus longtemps, et puis ça reste drôle, quoi. Ouais. Ah oui, voilà. C'est drôle. J'ai pas l'habitude avec les fillers. Proposant une 50aine d'épisodes avant de renégocier une suite, Sunrise a la bonne idée d'inclure le spectateur dans la relation entre le studio et les financiers, en brisant le 4e mur et en réutilisant à outrance les mêmes scènes tous les ans, avec les mêmes dialogues, formant ainsi l'un des running gags les plus célèbres de l'histoire de l'animation japonaise. Je te pose la question. Qui aujourd'hui aurait les couilles de proposer sur plusieurs épisodes différents les mêmes séquences, de l'assumer pleinement et en plus de nous faire volontairement marrer avec? Bon, on aura beau dire ce qu'on veut, même avec des moyens limités pour adapter un animé comique, le studio Sunrise fait des merveilles dès qu'il s'agit de mettre la main à la pâte. Le combat Gintoki contre Ozen est un classique. Celui avec Jiraiya, où on passe au noir et blanc, donne un effet superbe avec le flashback parallèle dévoilant la rencontre entre Gintoki et Shoyo. Et lorsque Gintama passe enfin au format saisonnier et à la HD, l'anime parvient encore à faire un bond en avant. Les meilleurs openings de la série s'enchaînent. Les couleurs et l'animation sont encore plus fluides. Et en plus de ça, le récit est déjà doté d'un fil rouge. Bon. J'aurais aimé découvrir l'œuvre à ce moment-là, parce que, encore aujourd'hui, je pense que c'est la période de l'animé que je préfère. L'arc des 4 Devas, bientôt sur vos écrans. L'alliance entre les Kieitai et les Harusame de Kamui, l'arrivée du Memoregumi, les complots contre le Shogun, tout est tellement parfait à cette période que la fausse fin annoncée de l'animé par le second film ne nous décourage même pas. Hélas, cette annonce est à moitié sincère, car la suite du film, une nouvelle saison est annoncée en 2015, cette fois du studio Bandai Namco Pictures. Sunrise ayant été racheté par Bandai Namco Pictures auparavant, le studio est en déficit financier, ce qui l'empêche malheureusement de continuer à assumer la charge de Gintama, ce qui est fort dommage, vu le travail accompli. Et bon, je ne dis pas que la suite a été particulièrement mauvaise, mais bon, on a un peu perdu une partie du charme du début. Pour commencer, fini les mises en scène comiques qui racontent les problèmes du studio, sauf à de trop rares exceptions.
On se concentre davantage sur l'avancée de l'histoire principale en reléguant en second plan des histoires courtes pour amener au plus vite la confrontation tant attendue des fans. Mais là où le bas blesse, c'est quand on comprend que la raison derrière cet empressement vient d'un gorille qui a annoncé prochainement la fin de son manga. Le studio suivant ce genre de déclaration avec attention, ils se sont dit qu'ils allaient faire de leur mieux pour finir la saison avec la fin de l'histoire. Là où Sunrise sublimait la vision de Sorachi, Bandai Namco Pictures l'a pris au pied de la lettre. Ce qui a donné un joyeux bordel. Animé de arcs aussi sérieux que l'assassinat du Shogun et les adieux de Shinsengumi à la suite pour finir la saison, a dû être un enfer pour ce studio. Mais enchaîné par la suite sur une autre fausse fin qui s'est avérée être l'arc de Rakuyo, puis faire patienter les fans en adaptant les histoires passées sous silence avant l'arc final, beaucoup trop long pour le faire en une seule partie, pour enfin se rendre compte que le manga n'est toujours pas fini et que les chapitres restants à adapter ne tiennent pas en une saison de 12 épisodes. Donc oui, la faute revient à Sorachi, mais pas seulement. La communication entre l'auteur, l'éditeur et le studio n'a pas forcément aidé. Là où le studio Sunrise s'adaptait parfaitement à la vision de l'auteur, Ben Pictures s'est contenté de le subir, en limitant les dégâts. Je suppose que pour la morale de l'histoire, ils n'ont pas pu faire autrement. Entre la gestion du budget, la pression de voir la fin arriver et l'auteur qui n'arrive pas à se décider de quand est-ce qu'il va finir, ça devient difficile de critiquer la chose. Mais tu vas le faire, non? Depuis que t'as repris les vidéos, t'es devenu un gros râleur. Hein. Tu critiques tout le temps. Au risque de surprendre, non. J'essaye de voir au-delà de ce que j'aime dans Gintama. C'est un manga que j'ai tellement apprécié que j'ai envie de creuser ses défauts le plus possible. Tout ça pour montrer qu'aucune histoire n'est parfaite. Et que même les défauts, qui sont considérés comme des inconvénients, peuvent parfois rajouter un plus, peuvent parfois rajouter un petit cachet à l'ensemble. Je fais presque chialer. Pour conclure, l'anime de Gintama n'a pas simplement baissé en qualité depuis le changement studio. Il y a eu aussi les saisons qui se sont rajoutées et qui ont été produites de plus en plus vite. Ça n'a effectivement pas aidé. Le studio Sunrise a mis en scène la difficulté à adapter Gintama à l'écran, mais le studio Bandai Namco Pictures a fait encore mieux, d'une certaine manière. Il nous a montré le chaos de la relation entre le studio, l'éditeur et l'auteur de manga. Combien de choses avons-nous apprises sur la bande dessinée et sur l'industrie de l'animation? Avec l'animé, Gintama est devenu une œuvre totale, une œuvre méta. Car Gintama, si c'est aussi bon, c'est parce que ça parle de la vie. Bon, là tu peux arrêter la chaîne, hein. On fera pas mieux. Hein. Ouais. Mais bon, j'ai promis de parler de l'arc T4 d'Eva après. Ah merde, c'est dommage, on aurait pu conclure là-dessus. Du coup, tu m'en veux pas d'avoir été au Mont Saint-Michel? Maintenant que tu le dis, on n'a pas parlé de Picole aujourd'hui. Justement, je t'ai apporté un petit calvados de 10 ans d'âge, de qualité exceptionnelle, un grand cru. Ah, mon ami! Au passage, merci de nous avoir suivis jusqu'au 15e épisode de Gintaverse, et ça se fête entre amis bien entendu. Dans le lien de la description, vous trouverez notre Instagram qui vient tout juste d'être créé. Alors qu'est-ce qu'on va y mettre dedans? J'en sais rien, puisque c'est notre ami caméraman qui s'en occupe. Voilà, donc on postera tout un tas de choses, tout ça, dans un registre behind the scene, comme disent les goujats. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est dans la description, et on se retrouve une prochaine fois pour un Gintaverse numéro 16 qui semble partir sur des chapeaux de roue, même si je n'ai pas le titre en tête. À tantôt. Jana, c'est pas du tout qu'on a oublié cette prise.